La station d'étalonnage, qui était très utile, ce n'était pas quelque chose que l'on concevait comme intégré au développement réellement d'un instrument. Nous, ce qu'on a conçu, c'était que la station d'étalonnage était tellement centrale qu'il faudrait presque concevoir un laboratoire autour de cela. Mais ça voulait dire plus que cela, parce que ce qu'on appelle l'étalonnage d'un instrument, qu'on avait pratiqué avec IKS, il a fallu vraiment concevoir, créer, inventer quelque chose qui n'existait pas en France, qui est une structure qui permettrait réellement à un instrument d'être le plus performant possible à travers l'étalonnage. Que veut dire de faire une installation d'étalonnage? Comment on allait la concevoir? Est-ce qu'on va la faire stérile, pas stérile? Les notions de propreté, les notions de quelle cuve à l'intérieur, quel simuli? Est-ce qu'on va simuler les affaires mécaniques, optiques, magnétiques? Qu'est-ce qu'il faut? Il a fallu très rapidement, à l'échelle de quelques mois, mettre sur pied des structures qui ont pensé ce que voulait dire fabriquer une station d'étalonnage qui répondrait, dans la diversité des champs scientifiques auxquels s'adresserait après, à l'ensemble des contraintes de manière la plus féconde. Dans l'industrie aérospatiale, avant qu'un satellite parte dans l'espace, il a un certain nombre de tests qu'il doit subir. Une partie de ces tests-là, les instruments doivent les subir aussi. Ça doit être inclus dans les protocoles d'étalonnage d'un instrument. Il y avait l'idée de nous rapprocher notamment de la physique des particules, une idée super excellente, puisqu'on l'a vu avec Planck, on voit bien que la cosmologie ne relève pas uniquement de l'astronomie, elle relève évidemment de la physique, et de la physique des particules en particulier. Mais il a fallu, nous, qu'on rajoute quelque chose, qui est l'étalonnage scientifique propre des instruments. Et c'est là que non seulement il a été difficile de s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs, parce que ça se faisait peu, mais beaucoup à l'extérieur, au contraire, se sont inspirés de ce qui a été conçu ici. Et certains des étalonnages qui ont été réalisés à l'IAS sont devenus absolument exemplaires. L'un d'entre eux, bien sûr, est l'étalonnage des bolomètres de Planck, de l'instrument HFI de Planck, qui a réalisé une première qui n'a jamais été réalisée d'une manière équivalente ailleurs sur Terre. La création d'un institut de ce type-là étant scientifiquement approuvé et fondé, il y avait effectivement, d'ailleurs, une loi de décentralisation qui aurait pu dire, à juste titre, il faut mettre ce laboratoire à Toulouse, où il y avait déjà un laboratoire spatial, un gros laboratoire spatial. Mais ce qui a attiré le projet vers l'université d'Orsay, c'était le rayonnement synchrotron produit par les électrons et les positrons de l'accélérateur linéaire dans des anneaux de stockage qui faisaient de la physique des particules, mais qui avaient en gros terminé ce qu'ils pouvaient rendre pour la physique des particules, mais qui était utile pour générer des photons et des faisceaux très propres, par exemple de rayons X ou d'ultraviolet. Donc effectivement, ça c'était complètement original, et donc déplacer la station de test qui était à l'ONERA à Meudon, ici, avec le synchrotron, pouvait faire un centre de test de manuspatial très, très en pointe dans le monde. Une fois que le projet a été accepté par les tutelles, on a eu devant nous un premier écueil. C'est qu'il existait en France à l'époque ce qu'on appelle la DATAR, qui est la direction de l'aménagement du territoire, qui a dit « mais c'est très bien votre projet, superbe, mais le problème c'est que le spatial en France est à Toulouse. Et donc l'IAS, il faut le faire à Toulouse. » Or, les gens du LPSP qui étaient à Vaillars-le-Buisson, moi-même qui étais à Orsay, on avait envie tous, sauf de déménager, sous prétexte que l'aménagement du territoire voulait tout regrouper dans un centre unique, qui soit Blagnac et ou Toulouse. Il a fallu trouver des arguments pour expliquer que la région parisienne, et Orsay en particulier, était le lieu. Et il y a tout d'un coup un argument qui est arrivé et qui a bien sûr rempli sa condition. C'est qu'à Orsay, il y avait quelque chose de tout à fait unique. Vous savez qu'à Orsay, il y a des accélérateurs de particules, dont un accélérateur linéaire d'électrons, qui accélère sur 300 mètres des électrons qui deviennent relativistes à 2,3 GeV, et qui sont stockés dans un anneau de collision, qui devait aussi, dans le même anneau, faire rencontrer des électrons et des anti-électrons.
dont on sait que ça n'a pas entièrement marché, à tel point que cet anneau de collision a été utilisé pour profiter du rayonnement que des électrons relativistes émettent lorsqu'ils tournent à leur vitesse, rayonnement dit synchrotron, si bien que l'ensemble de l'accélérateur linéaire et de l'anneau de collision a servi de source de rayonnement. Une fois que toute la physique nucléaire, avec ces électrons-là, a été pour l'essentiel achevée, on a créé à Orsay un laboratoire qui s'appelait le laboratoire d'utilisation du rayonnement électromagnétique, le LUR, qui utilisait précisément l'accélérateur linéaire et son faisceau d'électrons comme source de rayonnement. Cette source de rayonnement, très intense, était absolument unique en France et a une caractéristique fondamentale, c'est que non seulement elle est très puissante, mais on connaît parfaitement son spectre en énergie. En d'autres termes, si vous voulez étalonner un instrument avec un flux de particules que vous connaissez très bien, surtout dans le domaine des grandes énergies, donc des courtes longueurs d'onde, mais ça va jusqu'à l'infrarouge, eh bien ce rayonnement-là, il est absolument unique et indispensable. Et donc il nous a été facile, d'une part, d'obtenir que le directeur du LUR de l'époque, qui était un ami, dise « Mais attendez, mais c'est génial cette idée-là, il faut effectivement utiliser ce rayonnement-là pour construire la station d'étalonnage autour de cette facilité du LUR, et ensuite de convaincre les autorités gouvernementales que c'est bien à Orsay qu'il fallait le faire. Donc, accepter que l'IAS soit Orsay, c'était accepter qu'il soit construit à proximité du rayonnement électromagnétique. Le problème, c'est que de part et d'autre de l'accélérateur du linéaire, il y avait une route de chaque côté, et la seule possibilité qui nous a été offerte, c'était de prendre l'une des deux routes. Et effectivement, l'une des deux routes est celle dans laquelle on a construit la station d'étalonnage. Le seul problème que l'on avait, c'était qu'on souhaitait que la station d'étalonnage soit le cœur d'un laboratoire qui soit autour. Et donc, pendant pas mal de semaines, de mois, on a essayé d'obtenir que le fameux bâtiment 105, qui était un bâtiment de l'Institut de physique nucléaire, bâtiment dit du froid, dans lequel il y avait fabrication essentiellement d'azote liquide, que ce laboratoire-là, 105, nous soit cédé ou prêté par Xavier Tarago, qui dirigeait l'IPN de l'époque, pour l'inclure dans la structure. C'était impossible. Et comme c'était impossible, eh bien Hubert Coudan, un président, président de l'université de l'époque, nous a dit « Écoute, ils ne veulent pas donner le 105, tu leur laisses, je n'ai pas de pouvoir dessus, ça appartient au CNRS à travers, ça appartient à l'IN2P3 à travers l'IPN. Mais à 100 mètres de là, sur la petite colline, c'est un terrain de l'université. Nous, université, on vous donne ce terrain-là. Alors vous aurez deux bâtiments, un bâtiment pour la station d'étalonnage, le bâtiment des bureaux sera un peu séparé, ce n'est pas le mieux, mais ça permet à l'IAS de démarrer. Là où j'ai commencé à mieux connaître Alan Gabriel, c'est justement à travers la constitution, la préparation et la réalisation de ce centre de données dit MEDOC, MEDOC voulant dire Multi-Experiment Data Operation Center, enfin, qui était avant tout mis en place à cette époque, au moins pour le satellite SOHO, et qui était avant tout un satellite de l'Agence spatiale européenne avec des instruments avant tout européens. Donc il y en avait 4 dans lesquels nous étions impliqués, 4 sur les 12. Mais avec une participation américaine, à la fois instrumentale et à la fois, disons, opérationnelle. Et c'est là que l'Agence spatiale européenne s'est aperçue qu'il y avait peut-être un problème parce que le centre de gravité des opérations, il était aux États-Unis. Pour une mission qui avait été essentiellement financée par l'Europe, ce n'était pas très super futé. Donc, elle a émis l'idée d'installer, un petit peu sous la pression des scientifiques quand même, d'installer un centre européen d'opération. Il y a eu un appel d'offres et 3 instituts ont répondu. Les Canaries, un institut aux Canaries qui n'avait jamais fait de spatial, ou très peu, nos amis de Turin, Esther Antonucci, et puis nous-mêmes. Et nous avons fait une proposition commune avec le CNES. Eh bien, le choix s'est porté finalement sur l'Institut des Canaries. Pour que ça marche, il fallait que les responsables d'instruments fassent la promesse de venir sur le centre. Il fallait que les Européens de Max Planck, les Anglais, etc., disent « Oui, nous irons aux Canaries, puisqu'il faut aller aux Canaries ». Et ils ont dit « Non, nous n'irons pas aux Canaries ». C'était un petit problème.
Donc, ça a été clos, et du côté ESA, ils ont dit il n'y aura pas de tel centre. Nous sommes allés voir le CNES en disant et si on faisait une proposition indépendante, la nôtre, on se propose comme centre d'opération. Et le CNES a dit oui. Il fallait le faire, il fallait trouver les financements, il fallait convaincre nos amis européens de venir à Paris. Il n'a pas été très difficile de les convaincre. Hein. Bon, venir travailler à Paris ou à Orsay, ce n'était pas désagréable. Enfin, bon, c'était quand même moins cher que d'aller aux Canaries, etc., etc. Donc c'est devenu un projet français et un projet IAS. Et là aussi, je mentionnais l'idée, il faut voir qu'il fallait convaincre des tas de gens. Par exemple, l'université. Bon, l'université avait déjà mis 1 million de francs pour le laboratoire lui-même. C'est pas rien. C'était pas rien. Il avait été prélevé sur le budget des laboratoires. Donc les laboratoires voisins le voyaient arriver avec un peu de... C'était des francs, hein, mais bon. Et puis, ils avaient déjà, disons, donné de l'argent et tout. Donc, et là, Alain Gabriel a expliqué que ça allait être un centre d'opération, un centre vivant avec beaucoup de visiteurs de pays étrangers, etc., international. Et il a même ajouté, et probablement nous mettrons une antenne sur le toit. Alors bon, du côté de l'université, le président de l'époque, qui était quelqu'un de très très bien, M. Robert, il a imaginé, si vous voulez, sur Orsay, une grosse antenne sur un bâtiment d'Orsay. Peut-être, hein, en tout cas, l'université a joué le jeu, la région aussi, etc. Donc là, il n'y avait plus de compétition, mais il fallait quand même le construire, ce centre. Et ça a été fait avec les informaticiens, et cette fois-ci, de façon relativement séparée du CNES. Quand je parle du CNES, il y a deux CNES, il y a le CNES Paris et le CNES Toulouse. Dans notre projet initial de réponse à l'appel d'offres de l'ESA, nous travaillions avec Toulouse, le centre technique, où il y a un très fort pôle informatique, bien sûr, de super machines et tout. Là, nous avons décidé de travailler de faire ça de façon autonome, avec leur avis éventuellement, et avec le support financier et politique du CNES Paris. C'était très important ce soutien.